Bonjour à tous, merci d'avoir fait le déplacement. Donc aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation de la librairie Mélusine, qui est une librairie open source. On va vous présenter tout ça. Donc déjà pour commencer, on va se présenter. Donc Tiffaine Fabre, data scientist à la Maïf. Je travaille notamment sur le projet Mélusine. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que Frédéric m'accompagne. Je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Frédéric de Javel, je travaille également donc, à la Maïf, responsable de la tribu en charge de l'IA et de la data opérationnelle au sein de notre Data Factory. Et il était aussi à l'origine du projet Mélusine. Donc voilà. Donc Mélusine, c'est quoi ? C'est une librairie, donc on l'a dit, open source, qui permet en fait de faire la classification et l'extraction d'informations. Donc à la base, c'est pour les emails, mais plus largement sur tout type de données texte. C'est une librairie qu'on a réalisée compatible avec les grandes librairies de machine learning, comme scikit-learn, Keras ou TensorFlow. Et c'est développé donc en Python. Et pour l'instant, ça se concentre sur le langage français, mais c'est totalement configurable pour d'autres langages, comme l'anglais, l'allemand, peu importe. Donc on va vous structurer un peu le dialogue en expliquant déjà un peu la naissance du projet. Après, on verra un peu la technique avec le principe du NLP. Pourquoi on a choisi d'open sourcer, et après on ira voir un peu les tutoriels pour voir comment ça marche. Donc je laisse Frédéric prendre la parole. Merci Tiffaine. Donc effectivement, avant d'ouvrir le capot de la bibliothèque Mélusine, peut-être donner quelques éléments de contexte. La jeunesse du projet Mélusine, on avait des besoins métiers qui nous ont été formulés courant 2016. Des besoins, un volume croissant de mails qui nous arrivait de la part de nos sociétaires clients et un besoin d'optimiser le traitement de ces mails. En 2016, c'était un nouvel âge d'or de l'intelligence artificielle, beaucoup de startups qui se positionnaient sur le traitement du langage et en particulier le traitement des mails. Et on a fait le choix de travailler avec l'une de ces startups pour adresser un cas d'usage qui était essayer de mieux comprendre nos mails et d'en traiter un maximum automatiquement. Donc on a travaillé 6 mois avec la startup, on a remonté l'ensemble de nos process autour du mail, l'ensemble de nos corpus. Tout le monde a joué le jeu, il y avait effectivement des promesses de valeur très, très intéressantes. Et arrivé mi-2017 à peu près, on a commencé des ateliers de recettes avec nos gestionnaires. Et là, finalement, d'atelier en atelier, on s'apercevait que l'IA n'était pas si magique que ça, elle ne comprenait pas toujours complètement les mails. Chaque fois qu'on corrigeait certains points, ça a amené des régressions sur d'autres. Et finalement, de désillusion en désillusion, on a fait le choix de stopper ce POC avec la start-up. Donc là, c'était fin 2017. Mais cependant convaincu qu'il y avait une réelle valeur finalement à s'appuyer sur l'IA pour bien qualifier nos mails. Et donc on a engagé un POC Maïf sur un périmètre beaucoup plus simple plutôt que d'essayer de comprendre l'ensemble de nos emails. On était sur un cas d'usage, on y reviendra juste après. Un cas d'usage qui était donc le routage des emails. On a construit ce POC à peu près 3 mois pour prouver la valeur à nos sponsors, prouver qu'il y avait un ROI intéressant, pertinent. On a eu le go mars 2018 pour généraliser, et donc on a engagé une phase d'industrialisation de Mélusine pendant 6-7 mois pour arriver fin 2018 à un produit fini qui a été livré en production. Tout de suite des gains très, très intéressants qui étaient conformes à notre vision ROI. Et donc, on a enrichi la bibliothèque avec d'autres cas d'usage. Je parlais de routage. On est allé ensuite travailler sur du traitement automatique. Et puis, depuis quelques mois maintenant, on va également travailler sur les pièces jointes intégrées dans les mails, donc des sujets de computer vision, pour aller détecter les types de pièces jointes et extraire de l'information dans certaines d'entre elles.
Le cas d'usage, le premier cas d'usage que j'évoquais juste avant, c'est le suivant. À la Maïf, on reçoit quotidiennement un grand volume de mails, environ 15 000 par jour. Tous ces mails arrivent dans une seule boîte aux lettres et sont de nature très différente. On a des mails, des demandes de devis, des déclarations de sinistres, des mails de remerciements. Et tous nos conseillers gestionnaires ne sont pas forcément compétents sur tous les domaines. Et ce qu'on a mesuré avant le projet, c'est qu'on avait en moyenne entre 3 et 4 reroutages par email avant que l'email soit finalement traité par une entité compétente. Et chaque reroutage augmentait le délai de réponse au sociétaire de 2 jours. Le cas d'usage, il était assez simple. C'était finalement si on arrivait à mieux comprendre le contenu de l'email, on pourrait l'affecter directement à la bonne entité et gagner ces reroutages qui sont des tâches sans valeur ajoutée. Et c'est ce que j'évoquais à l'instant, donc une meilleure connaissance, une meilleure qualification du mail qui permettra d'améliorer donc le routage, d'améliorer la pertinence et la qualité de la réponse, qui permettra également de diminuer le délai de réponse et ainsi diminuer aussi le volume de flux entrant parce que si en moyenne on ne répond pas à un mail dans les 5-6 jours, on aura une relance de la part du sociétaire. L'idée c'était de passer en dessous de ce seuil de relance. Merci Frédéric. Donc on va voir maintenant un peu la technique pour réaliser cette classification des emails et voir un peu ce dont est composée la librairie. Donc, pour classer ces emails, on va réaliser un traitement automatique du langage grâce au Natural Language Processing. Et notamment, la librairie est composée de différents blocs en fait, pour différentes fonctionnalités. Donc, notamment, lorsqu'on veut réaliser une tâche de classification, on a besoin, même dans tous les cas d'analyse de texte, on a toujours besoin d'une préparation de la donnée. Donc, notamment une étape de nettoyage de la donnée texte. Donc, on a une petite partie comme ça qui nous permet notamment de segmenter l'email parce que parfois, on a une suite d'échanges et celui qui nous intéresse, c'est vraiment le dernier échange. Essayer d'isoler des parties du corps du mail. Aller voir s'il y avait des remerciements pour voir un peu la tonalité de l'email. Donc voilà, plein de possibilités. Je reviendrai en détail là-dessus tout à l'heure. Ensuite, on a aussi une proposition d'extraction de mots-clés, donc notamment qui est basée sur la technologie de TF-IDF, où on va calculer des fréquences d'apparition dans les différents documents. Et donc, dans certains documents qui vont parler de contrats automobiles, on va avoir des mots tels que auto, voiture, des modèles de voitures bien précis qui vont ressortir. Voilà, pour l'habitation, pareil, des mots comme maison. Ensuite, on a la partie classification. Donc, c'est vraiment là que la partie machine learning, deep learning intervient, toute l'intelligence artificielle. Donc ici dans la librairie on propose, je reviendrai tout à l'heure un peu dessus, mais différentes architectures de réseaux de neurones. Donc on a des architectures classiques et historiques telles que les réseaux à convolution ou récurrents. Et récemment on a essayé d'intégrer des archis comme les transformers ou les modèles préentraînés tels que BERT en français. Donc voilà, qui sont des modèles qui se basent sur le contexte de la phrase et qui aident à une meilleure compréhension du texte. Ensuite, on a aussi une partie d'analyse sémantique qui permet en fait d'identifier les thèmes de documents. Donc c'est plutôt une méthode non supervisée qui va être pour explorer des documents et leurs thématiques. Et récemment, on a également intégré une fonctionnalité de connecteur Outlook, donc en fait qui vous permet de faire le tri de vos courriers, donc les faire atterrir dans le bon répertoire. Donc voilà, vous pouvez entraîner un petit modèle qui va faire du tri et qui pourra aussi s'améliorer au fur et à mesure du temps, car vous pourrez vous corriger quand il se trompe et il pourra s'améliorer. Donc je parlais de pré-processing, de préparation de la donnée. Donc là, c'est un exemple de segmentation où on a su isoler les salutations, le corps du mail,
les remerciements, et puis aussi toute la partie historique qu'on peut ignorer ou utiliser. Mais au moins, on arrive à bien segmenter et à voir quel était l'échange actif, si je peux dire. Alors pourquoi dans un même mail identifier le corps du mail ou les remerciements? En fait, ça a plein d'applications selon le cas d'usage que vous voulez réaliser. Je sais que par exemple, à la Maïf, on aime bien identifier le type de remerciement, savoir si si la personne était très enjouée, si c'était un remerciement chaleureux. Dans certains cas, les métiers, par exemple dans la gestion de sinistres, les métiers ont une relation de proximité avec le sociétaire, donc quand ils ferment un dossier, ils aiment bien savoir que le sociétaire était satisfait de la relation qu'ils ont eue pendant la gestion du sinistre. Et donc, on leur fait remonter les remerciements en priorité. Voilà. Donc, ça dépend vraiment de l'application que vous voulez en faire. Ensuite, dans le pré-traitement, il y a plein d'autres paramètres. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais notamment, une fonction importante, c'est le flag. Donc c'est par exemple masquer des données trop spécifiques telles que les prénoms des personnes ou les numéros de téléphone, l'adresse mail. Déjà ça va servir pour une pseudo-anonymisation, mais ça va servir au modèle qui en fait ne va pas faire un surapprentissage ou trop spécialisé sur par exemple je vais apprendre que tel numéro de téléphone il est toujours dans les mails auto. Donc dès que je vais avoir ce numéro-là, je vais le mettre dans la classe automobile. Admettons que demain, ce même sociétaire, il souscrive un contrat habitation. Ah mince, on va envoyer tout vers l'auto alors que non, maintenant le mail parle d'habitation. Donc il aura appris une information trop spécifique. Donc les flags, ils vont servir à dire, on garde quand même l'info qu'il y avait un numéro de téléphone parce que c'est quand même utile, mais pas le numéro en tant que tel. Donc voilà, c'est des petites subtilités. Exemple de réseau de neurones, donc les réseaux à convolution. Donc je passe très rapidement, mais pour faire la traduction entre le langage naturel et la machine, on a besoin en fait de représenter le texte sous forme mathématique. Donc en fait, on va projeter, faire un plongement, on appelle ça, des mots dans un espace vectoriel. Donc chaque mot va être représenté par un vecteur. Et donc on va donner ça à manger au réseau de neurones. Et il va se dire, pour telle classe, donc on est toujours dans le cas d'un apprentissage supervisé aussi, ça c'est important. Donc quand on réalise l'entraînement du modèle, on connaît toujours la réponse qu'on veut prédire. Donc il va se dire, pour tel mot et telle représentation vectorielle, j'ai toujours cette classe qui est prédite. Donc je vais apprendre comme ça à faire la traduction. Donc sur le cas du routage que présentait Frédéric, on avait utilisé, c'est une question qui revient beaucoup, combien de données vous utilisez? Sur ce modèle-là, comme c'est des gros volumes, pour être représentatif, on avait utilisé environ 1 an d'historique, donc 2 millions d'emails. Mais c'est un des cas exceptionnels dans nos cas d'usage. On a rarement autant de volume à utiliser pour avoir une prédiction correcte, parce que souvent on travaille sur des petits cas d'usage bien précis. Et donc 3 à 4 000 mails, ça va nous suffire. Donc pareil, là aussi on avait une trentaine de classes à prédire. Donc en fait, plus on a de classes à prédire, plus il nous faut de données en fait pour que ce soit représentatif. Et donc ça, si tu veux présenter l'apport. Oui, je peux. Alors concrètement, comment ça se traduit dans les applicatifs métiers de nos conseillers gestionnaires? Vous avez en partie supérieure ce qu'avait le conseiller, c'est-à-dire dans son outil, à chaque ligne, c'est une tâche à faire, un mail qui a été converti en tâche. Historiquement, la description, c'était courriel entrant, X pages, comme on le voit sur ces exemples, avec un objet qui est en fait la classe dont vient de parler Tiffaine, qui était très souvent à définir, donc qui n'était pas valorisé. L'apport de Mélusine, donc du modèle de classification, vient ici pour nous permettre de renseigner donc plus précisément l'objet. L'une de ces fameuses 30 classes, VAM, ça veut dire véhicule à moteur, c'est l'un de nos contrats auto, RIB, résiliation, succession, etc., etc.
Donc là, j'ai l'ensemble des classes qui vont permettre d'enclencher le routage. Et également, on est allé surcharger la description pour apporter de la précision. Alors, non pas résumer l'email, la marge technologique est encore un peu haute, mais comme l'évoquait précédemment Tiffaine, à partir de techniques de TF-IDF, on va extraire les mots-clés qui nous semblent pertinents et qui sont finalement représentatifs de la demande du sociétaire. Tout ça pour que le conseiller, le gestionnaire, en un coup d'œil, puisse identifier finalement la typologie de mail et puisse organiser son activité en fonction du temps qu'il a. Une tâche succession prendra forcément plus de temps qu'une demande d'attestation scolaire ou de devis. Donc voilà, cette description, cet enrichissement permet cette organisation de l'activité. Donc c'est vrai que côté Maïf, ça a vraiment un apport côté métier, comme le disait Frédéric. Donc ça leur facilite le quotidien, enfin ils peuvent organiser mieux la gestion de leur dossier. Donc notamment récemment on a publié un petit article sur Medium, donc là, le lien ici en haut à gauche, pour vous faire un peu un partage sur le retour d'expérience, qu'est-ce que ça a apporté au quotidien des gestionnaires et des conseillers, quelques exemples de cas d'usage qu'on a pu mettre en production et un peu la suite pour la librairie open source. Un petit rappel du lien vers le GitHub, mais on reverra tout à l'heure, on va y aller. Et aussi un petit exercice qui nous changeait un peu du quotidien de Data Scientist, c'est qu'on a été interviewé des gestionnaires pour savoir un peu ce qu'ils pensaient de l'usage de Mélusine au quotidien. Et donc, si ça vous va, je vais vous diffuser une petite vidéo. Ça va changer un petit peu. Donc normalement, il y a le son. Je vais le mettre. Bonjour, je m'appelle Julie, je travaille actuellement à la Maïf depuis 2007 au service protection juridique en tant que gestionnaire conseil. C'est parti! Mélusine, c'est une librairie d'intelligence artificielle qui a été créée par la Maïf et son partenaire, Quantmetry. Et c'est une librairie qui est très appréciée et par les salariés et par les managers, puisqu'elle facilite le routage des courriels vers le bon interlocuteur et elle en extrait les informations pertinentes. Alors oui, c'est la fée du Poitou, Mélusine, mais c'est aussi notre fée à nous, puisqu'elle révolutionne notre quotidien. Il faut savoir que chaque jour, nous recevons des milliers de mails et Mélusine, justement, permet un tri des tâches, permet de détecter les urgences et permet de mieux visualiser le contenu de chaque mail. Un gain de temps et du confort de travail pour chacun. Mélusine, c'est beaucoup mieux qu'avant. Notre fée analyse, résume les courriels et classe même les tâches automatiquement. Le pouvoir de Mélusine, c'est surtout d'apporter de la satisfaction, déjà du confort pour les salariés, une meilleure productivité pour l'entreprise et puis du bonheur pour les sociétaires qui voient la durée de traitement de leur courriel réduite. L'intelligence artificielle est un ami, elle arrive en totale complémentarité avec l'intelligence humaine et les deux réunis nous permettent d'être beaucoup plus efficaces. J'attends d'être surprise par toutes les évolutions que Mélusine pourra nous apporter au fur et à mesure du temps. Mélusine est ouvert à tout le monde en open source et je vous invite à ce sujet à consulter notre site. Donc oui, la réalisation de cette petite vidéo, c'était vraiment sympa parce qu'on a pu échanger avec les gestionnaires et pour préparer aussi les réponses aux questions, elles ont, donc merci Annabelle et Julie, elles ont échangé aussi dans leurs équipes pour savoir si qu'est-ce qui plaisait aux gestionnaires dans leur quotidien. Donc c'était pas seulement 2 personnes, au final c'est tout un groupe qui a discuté avant la préparation et on a même pu faire remonter des petites anomalies ou quoi, donc ça permet vraiment l'échange au quotidien avec les gestionnaires. C'était très intéressant et de voir qu'ils en sont plutôt satisfaits, que ça facilite vraiment leur quotidien. Sur la partie open source, Frédéric, je te laisse prendre la main. Alors sur la partie open source, je pense que tu y reviendras les tutos, ouais. mais l'idée c'est effectivement de vous dire que le GitHub, on n'a pas juste le code, on a un ensemble de documentation, un ensemble de tutos
très précis qui permettent vraiment de prendre en main Mélusine de façon très très simple. Comme indiqué ici, pip install Mélusine et derrière ça déroule. Et donc voilà, il y a tout un accompagnement assez intuitif qui accompagne cette librairie. Question pourquoi open sourcer le projet? Ben c'est finalement dans l'ADN Maïf de partager nos savoir-faire, de contribuer finalement à la diffusion des savoirs technologiques. Nos collègues de la DSI ont été précurseurs sur la diffusion de certaines briques, briques IT. Et effectivement, on a continué sur la lancée en diffusant cette première brique Mélusine, donc brique de data science. Et plus récemment, une brique d'explicabilité, la brique Chapache, que vous pourrez aussi retrouver sur le GitHub Maïf, qui permet d'expliquer les modèles. Tu l'as peut-être. Je vais les montrer. Hop. D'expliquer les modèles de machine learning. Yes, donc vous avez le lien ici. De toute façon, c'est le GitHub Maïf et Chapache. Donc vous pourrez aller retrouver la librairie. Finalement, on s'y retrouve dans ces contributions. Alors d'une part, ça permet, comme je le disais, la diffusion des savoir-faire, la contribution à la communauté scientifique, mais ça permet également d'avoir un regard extérieur, d'avoir des contributions sur la bibliothèque, des pistes d'amélioration, des pistes aussi d'enrichissement avec de nouveaux composants. On a des contributeurs actifs et je remercie toute la communauté Mélusine de participer effectivement à cet enrichissement. C'est également un gage de transparence vis-à-vis de nos sociétaires sur l'utilisation de leurs données personnelles, comment l'IA traite leurs données à la Maïf, ce qui en est fait. On est complètement transparent en mettant à disposition le code. Et enfin, dernier effet positif, c'est le fait de publier en open source, ça nous astreint à produire un code plus documenté, un code de grande qualité. Et au final, en termes de maintenance, on s'y retrouve, c'est très bénéfique. Et puis il y a une fierté des collaborateurs, des data scientists, des conseillers gestionnaires de participer à la construction d'un produit open source à l'initiative de Maïf. Donc beaucoup d'effets positifs de cette initiative open source. Et donc pour vous donner un petit aperçu donc de la roadmap 2022, donc déjà en janvier on a prévu de passer un lot qui va intégrer, une montée de version qui va intégrer notamment une contribution une contribution extérieure sur l'ajout d'un lématiseur. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes usages et c'était souvent demandé des fonctions de lématiseur. Donc là, on a une contribution extérieure qui va voir le jour. On va aussi intégrer les modifications, l'apport du travail d'un de nos stagiaires qui va contribuer aussi sur une partie de Stemmer. Et on a une contribution Compte-Métrie, donc c'est notre partenaire qui développe avec nous le produit, la librairie, sur une légère modification du tokenizer en vue de préparer, en fait on vous prépare une grosse refonte de la librairie pour qu'elle soit encore plus modulable, mieux sauvegarder les configurations de tout le pipeline de préparation, pour vraiment améliorer la traçabilité des entraînements que vous réalisez. On va ajouter des petites fonctionnalités comme le suivi avec MLflow par exemple. Aussi, quelque chose sur quoi on devait vraiment s'améliorer, c'était le développement de tests unitaires systématiques. Donc là, quand on va refondre tout, on va vraiment préparer des tests unitaires qui correspondent à chaque partie du code. Et donc voilà, plein de choses. On pourra aussi, jusqu'à maintenant, c'était que des modèles de deep learning. On va essayer de vraiment rendre ça modulable pour que ça puisse intégrer aussi des modèles de machine learning, de la régression, des choses comme ça. Et bien sûr, donc sur cette année, on continue toujours le support sur la librairie. On a reçu récemment encore pas mal de pull requests, d'issues. Donc on va sûrement intégrer aussi des bugs fixes
sur le prochain lot. Donc voilà, on reste disponible aussi. Et puis on attend de nouvelles contributions, on est très ouvert. C'est pas parce qu'on est en train de proposer une refonte qu'on va bloquer les contributions qui arrivent. Donc n'hésitez surtout pas. Et donc pour voir un peu comment ça marche, je voulais vous emmener un peu voir les tutos. Notamment pour lancer les tutoriels, il y aura des petits prérequis. Donc notamment cloner le repo chez vous, donc avec un git clone. Ensuite, après c'est pas obligatoire, mais je le conseille, c'est créer un environnement virtuel, où vous pouvez installer les librairies nécessaires au bon fonctionnement des tutoriels. Donc ensuite, pour utiliser la librairie dans vos projets, vous pouvez juste faire un pip install Melusine. Donc voilà, c'est assez simple. Et pour lancer les tutoriels, donc un des prérequis aussi, c'est d'avoir accès à Jupyter Notebook pour pouvoir faire tourner les notebooks. Donc voilà, j'ai juste un dernier diapo et après on va aller sur le GitHub. Donc voilà, c'est juste un rappel du lien et puis pour dire n'hésitez pas à contribuer ou à utiliser. Donc on va aller voir un peu le GitHub, comment c'est fait. Alors là, c'est Chapache. Voilà. Donc quand on arrive sur le Git Melusine, on a accès à du code, le README. Et donc il y a un répertoire tutoriel. J'ai perdu ma souris. Et on a une quinzaine à peu près de tutoriels. Donc sur différentes briques techniques de la librairie. Donc les premières, c'est plutôt un enchaînement logique. Et puis on va voir le tuto 8 qui réunit un peu tout cet enchaînement d'analyse NLP. Et après, on a des tutos un peu différents. Donc, je parlais tout à l'heure d'analyse de thématiques dans les documents. Après, un petit tutoriel sur les modèles d'attention pour comment on télécharge BERT, comment on entraîne un modèle. Voilà. Et le connecteur Outlook. Donc, si on va sur le tuto 8, par exemple, qui détaille un peu le pipeline NLP, donc on va avoir différentes étapes. Donc déjà la première étape c'est de charger un jeu de données. Donc on vous propose un petit template. C'est pas du tout représentatif d'un vrai jeu de données d'entraînement. C'est 40 emails exemples que vous pouvez charger avec la fonction data loader. Et donc pour comprendre le principe un peu du code, l'avantage de l'open source, c'est que vous avez accès à tout. Donc là, il y a le tutoriel, comment charger la fonction. Et vous pouvez aller voir le code qui est associé à ce chargement. Donc voilà, si on va dans Melusine, qu'on sort des tutoriels, on va avoir donc dans Melusine la partie, donc c'était un point data. Et on voulait importer le script data loader avec la fonction load email data. Donc là, on a accès tout de suite au code et on voit ce que ça fait. Donc en gros, ça prend en paramètre le directory, le répertoire et le nom de l'échantillon que vous voulez charger. Et ensuite, ça le charge comme un data frame à partir d'un CSV. Donc voilà. Et ça, en fait, ce fonctionnement-là, il est pareil pour toutes les fonctions. Dès que vous allez avoir un import de Melusine, vous pourrez aller voir le code qui correspond à ça. Donc là, on voit que dans notre échantillon, on a différentes colonnes. Donc notamment, les colonnes importantes, ça va être le corps du texte, aussi l'objet. Après, il y a plein de métadonnées aussi qui peuvent être utilisées ou non. Donc notamment la date, l'expéditeur, enfin voilà, plein d'informations. Et si bien sûr vous voulez faire de la classification supervisée, il vous faudra donc le label associé à l'email, donc savoir à quelle catégorie votre email appartient selon ce que vous voulez prédire. Donc voilà, après on a fait un petit print de l'email pour montrer l'email 1, enfin le deuxième email.
pour montrer un peu ce qu'il comprenait. Donc le corps du texte, c'était vraiment tout ça. Et donc là, déjà, on voit qu'il y a 2 parties dans ce texte, dans ce mail. Il y a une première partie qui est vide et un transfert, en fait. Donc on se dit déjà qu'il va y avoir des informations à aller récupérer là-dedans. Et notamment, on a toute une... Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque fonction, mais on a toute une panoplie de fonctions qui nous permettent en fait de détecter les transferts, si c'était une réponse ou des choses comme ça. Et en fait, à chaque fois, le fonctionnement de Mélusine, c'est qu'on part d'un data frame et on va y ajouter des colonnes avec toutes les fonctions de pré-process qu'on aura appliquées. Comme ça fait que quand on essaye de débugger, ou peu importe, on sait très vite à quelle étape, par exemple, quelque chose a dysfonctionné, ou même après, on peut utiliser plusieurs colonnes du data frame pour faire la prédiction. Donc, c'est plutôt pas mal ce fonctionnement. Peut-être juste en complément, finalement, pourquoi est-ce qu'on a open sourcé Mélusine, c'est que ce besoin de segmentation, on l'avait et on n'avait pas trouvé dans les librairies open source, on n'avait pas trouvé de fonctionnalité équivalente. Donc on l'a développé pour nous, et effectivement on s'est dit que ça pouvait intéresser l'ensemble de la communauté, et d'où effectivement maintenant cette publication et cette segmentation qui intéresse beaucoup d'autres acteurs. Oui, merci, parce que c'est fondamental comme information, c'est qu'on n'avait pas trouvé ailleurs. En langage français, en tout cas, c'était compliqué. Donc voilà, là on a... Donc ça c'était un exemple de transfert direct. Et quand en fait, on peut lui appliquer une succession de fonctions. Donc on a une classe en fait qui s'appelle Transformer Scheduler et sur laquelle on va pouvoir venir aligner à la suite les unes des autres les fonctions de pré-processing et les appliquer de façon séquentielle. Et donc à chaque fois on va créer une clé et peut-être que la fonction d'après va utiliser la nouvelle clé ou une autre clé qui était déjà présente. Et donc voilà, ça c'est l'enchaînement. Et ensuite on a voulu garder un peu le même vocabulaire que sur les fonctions, sur les librairies de machine learning. Donc notamment avec un fit transform. Donc en fait on applique ce qu'on a sauvegardé juste au-dessus, l'enchaînement des fonctions, à notre dataset. Donc voilà. Et donc une fois qu'on a appliqué ces différentes fonctions de pré-process, on voit que dans notre dataset, on a des nouvelles colonnes qui sont apparues. Donc par exemple, is begin by transfer, donc est-ce que le mail commence par un transfert? Donc est-ce qu'il y avait du texte avant ou pas? Et ça va être un booléen en fait, donc ça va nous dire vrai ou faux. Et donc là, on avait dit que c'était un transfert direct d'un email. Donc il n'y avait vraiment rien avant. Et effectivement, là, Mélusine, il nous a bien détecté que c'était... Donc le premier print, c'est est-ce que la colonne débute par un transfert et est vrai? Et donc là, il nous dit oui. Donc il y a plein d'informations comme ça. Pareil, dans le header, on peut regarder s'il y avait une réponse ou pas. Enfin, on peut faire afficher le header en fait des mails pour lesquels on a détecté que il y avait une réponse. Et notamment dans le header, on va retrouver qu'il y avait le motif RE pour dire que c'était une réponse. Donc après, là, RE, c'est... ça va être un terme assez générique pour en français ou en anglais. Mais par exemple, pour les transferts, Mélusine a aussi prévu de regarder s'il n'y a pas le motif forward, qui est le terme anglais, mais qu'on retrouve aussi dans les messageries en français. Donc voilà, ça regarde un peu tout. C'est d'ailleurs l'exemple d'en dessous, où là, on avait bien détecté que c'était un transfert et on a des exemples avec un terme en anglais. Donc... on ne peut pas dire qu'on couvre tout sur le langage anglais, mais on a quand même prévu des petits bouts. Donc voilà. Après, sur la segmentation, c'est pareil. Je vous disais qu'on a un historique d'emails. Donc des fois, on veut s'intéresser qu'au premier, mais peut-être que demain, on va vouloir regarder ce qu'il y avait dans le deuxième mail, le mail précédent.
Et donc du coup on a plein de fonctions pareilles qui nous permettent de découper l'email, donc notamment structure historique, enfin la fonction build historique qui va nous permettre d'aller découper ce mail. Donc notamment, principalement ce que ça fait, c'est justement aller regarder les blocs transfert ou réponse qui vont permettre de bien découper cet email. Donc pareil, on retrouve l'utilisation du transformer scheduler qui a mis à la suite de fonctions. On retrouve l'addition des colonnes. Et donc voilà, c'est un peu toujours le même fonctionnement. Une fois qu'on... Alors les résultats des colonnes, en fait, ça va dépendre de la fonction, le type de variable récupérée. Et notamment pour l'historique, ça va être une liste, en fait, de dictionnaire. Donc, en fait, une liste d'emails pour chaque échange qui était contenu dans le gros email. On va avoir un élément de la liste. Donc là, si on reprend l'échange précédent, on voit qu'on avait 2 emails. Le premier qui est ici, et ensuite on avait un séparateur, le conseiller a envoyé à telle date le mail, et un deuxième mail. Et donc là, ce qu'on voit dans l'historique, c'est que on a bien 2 éléments dans notre liste, avec le texte du premier mail et le texte du second. Donc voilà, et une fois qu'on a découpé ces emails, à l'intérieur de l'email, on va aller appliquer une seconde segmentation qui est donc celle des remerciements, des salutations, du corps du mail. Et donc là, pareil, on va avoir pour chaque corps de texte une liste pareille de dictionnaires. Donc là, on voit que pour mon premier email, j'ai pu identifier donc bonjour qui était un tag hello, donc les salutations. Je vais avoir une partie corps du texte, donc body, et remerciement, merci, bonne journée, en greetings. Donc voilà, à chaque fois on peut faire cette segmentation et récupérer les informations qui nous intéressent. Et donc ensuite, là c'est pour donc un exemple sur des fonctions qui permettent d'extraire le dernier mail de l'historique. Donc on dit last body, c'est celui qui était sur le dessus de la pile, le plus récent. Et faire, alors encore un nettoyage, c'est des nettoyages successifs entre la segmentation, mais le NLP c'est aussi mettre en forme le texte. Donc aller nettoyer par exemple les caractères spéciaux, justement appliquer les flags dont on parlait tout à l'heure, aller masquer des numéros de téléphone, des adresses mail. Donc voilà, là on a notre corps de texte et on applique nos fonctions de nettoyage. Et on peut voir là notamment que donc le dernier corps de texte c'était bien celui du premier mail. Et quand on a appliqué le nettoyage, on a pu masquer en fait par exemple le mardi qui est une date. Donc voilà, c'est le seul flag qu'il y a dans cet exemple-là. Après, on a aussi des classes donc, qui vont nous permettre de faire, par exemple le phraseur, il va nous permettre de faire des colocations de mots. En gros, essayer de... Parce que pour le modèle de NLP, on va découper en fait la phrase en liste de mots. Donc chaque mot sera une unité représentée. Je parlais tout à l'heure de représentation mathématique. Chaque mot aura un vecteur associé. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que par exemple des mots comme New York, en soi, la machine elle peut croire que c'est 2 mots en soi, mais nous on sait que c'est toujours ensemble New York. Enfin voilà, c'est des mots c'est des groupes de mots qui vont toujours ensemble. Donc ce phraseur il va permettre en fait de réunir ces 2 unités pour ne considérer qu'une unité représentée par un vecteur. Comme carte grise plutôt dans notre Oui, contexte, aussi, ou voilà. salle de bain, ou conducteur principal, etc. C'est ça. Donc voilà, je parlais justement de la segmentation par unité, c'est le tokeniseur. Là, je disais que c'était à l'échelle du mot, bien sûr, c'est paramétrable. Donc si vous voulez faire tous les 2 mots ou aux syllabes ou aux caractères, vous pouvez aussi. Donc voilà, là on a un petit exemple, voilà, on a créé une liste. Aussi, ce qui est intéressant avec le tokeniseur, c'est qu'on peut lui introduire ce qu'on appelle des stop words.
Donc en fait, des mots qui sont très fréquents et qui ne sont pas pertinents pour l'apprentissage de la classe, la prédiction de la classe, on va les filtrer. Donc là, on voit qu'il a filtré le mot neutre. C'est beaucoup d'articles en fait, là pour la somme. Donc voilà, il a vraiment filtré plein de choses. Pareil, les pronoms comme je. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et pareil, ça, ce vocabulaire-là, il est paramétrable. Donc s'il y a des mots qui sont importants pour vous, vous pouvez aller changer le vocabulaire. Un petit exemple aussi qui me revient sur les flags et l'importance de paramétrer un peu ce que vous voulez flaguer. Donc là, c'est pas dans le tutoriel, mais on a un tutoriel sur le chargement d'une liste de prénoms de l'INSEE pour pouvoir flaguer les prénoms. Et nous, par exemple, je sais qu'on avait eu l'exemple où en fait, il y a le prénom Davy qui est dans la liste INSEE. Et du coup, on masquait ce prénom, mais sauf que ça s'écrit en fait comme Devis. Et nous, c'est dans la gestion d'un sinistre, ça va être un mot vraiment très important qu'on a envie de garder et qui va nous permettre de classifier la bonne catégorie. Et du coup, on avait été obligé de changer un peu cette liste. Donc voilà, selon l'application que vous en faites, faut toujours faire attention à ce que vous filtrez ou pas. Après, pareil, vous pouvez utiliser des métadonnées. Donc, par exemple, savoir que votre mail il a été reçu le samedi.